Bienvenue sur Ici Beyrouth. Mon invité est le député Elhadji Saad, membre du Rassemblement démocratique et de la Commission des finances et du budget. Elhadji Saad, bienvenue sur Ici Beyrouth. Merci de me recevoir. Notre entretien va être divisé en deux parties. Il y aura le volet politique et le volet économique. Je voudrais commencer par le volet politique. La 7e séance électorale a eu lieu hier jeudi et elle n'a abouti à aucun résultat, exactement comme les 6 séances qui l'ont précédée. À votre avis, comment est-ce que l'échéance présidentielle doit être traitée et comment faire et quelle serait la solution pour que les députés se décident à élire un président de la République? Malheureusement, là, je vois les photos que vous avez sur les écrans et on voit le palais présidentiel, on voit cette vacance présidentielle. C'est quelque chose qu'on ne voulait pas et on devait essayer d'éviter à tout prix. Or, ceci n'a pas été fait. Premièrement, et en plus, on se retrouve à la 7e élection, comme vous êtes en train de dire, sans l'élection d'un président. Aujourd'hui, la peur, c'est que cette vacance ne dure dans le temps. On a deux clans qui sont assez distincts, assez clairs aujourd'hui. On a le clan souverainiste et en face, on va l'appeler le deuxième clan. Le clan souverainiste, de la première seconde, très rapidement, a choisi son candidat. Son candidat qui est le député Michel Maouad. De l'autre côté, il n'y a toujours pas de choix de candidat. Donc là, pour le moment, on réalise qu'il y a une équipe qui a déjà fait son choix et qui sait qui va être son candidat, qui n'a pas attendu les relations internationales ou un changement dans la géopolitique ou qui n'a rien attendu, qui a décidé de libaniser un peu pour une fois. Et on espère que l'autre clan suive un peu dans les mêmes pas ce que le clan souverainiste a fait. On a libanisé l'élection, on a choisi un candidat avec certains critères, certaines caractéristiques qui représentent tout ce clan et que Michel Maouad, le député Michel Maouad, représente assez bien, on va dire. Donc, pour le moment, il y a une difficulté d'élire un président parce que vu la constitution libanaise, il faut qu'il y ait... il y a jurisprudence là-dessus, mais sans rentrer dans le cas du quorum, il faut que la première séance soit à une majorité, au-dessus de la majorité des 2/3, mais les séances qui suivent soient à la majorité absolue. Et on n'est toujours pas dans un cas de figure où on réalise qu'il y a un clan qui a une majorité absolue déjà. Ça, c'est sans parler du fait qu'il n'y ait pas quorum dans la deuxième élection et qu'une partie des députés sont en train de se retirer pour justement faire échouer ce quorum et donc ne pas aboutir à une chance d'élire un président de la République. Bon, vous venez de mentionner le député Michel Maouad qui est candidat. Il y a d'autres candidats aussi qui sont en lice. Il y a le commandant en chef de l'armée Joseph Aoun, il y a l'ancien député et ministre Slimane Flangiye, il y a le député Gebran Bessil, même s'il ne l'admet pas. Il est candidat, évidemment. Ça, ce sont les principaux noms qui sont en train de circuler aujourd'hui. D'accord, mais sur ce point, on n'est pas tout à fait d'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand on est candidat, on se déclare candidat. Et aujourd'hui, on se déclare sans se déclarer. Aujourd'hui, quand on est en train d'élire pour la 7e fois consécutive le député Michel Maouad est candidat à la présidence. Tous les autres noms ne sont pas candidats. C'est pour ça que souvent, on est en train de dire que quel que soit le résultat de cette présidence, et on l'espère le plus tôt possible, il faut qu'il y ait une structure ou une façon de présenter sa candidature. Il faut que juridiquement, on crée une façon de créer une candidature, parce que sinon, à chaque fois, on va se retrouver dans le même cas de figure, et on dit il y a d'autres candidats sans que, toutefois, officiellement, il ne soit candidat. Oui. Le général en chef de l'armée n'est pas candidat officiellement. Il ne s'est pas déclaré candidat. D'ailleurs, il ne peut pas, et ça doit être une entorse ou une façon de contourner un peu, sans amendement automatique, parce qu'on a élu le président Michel Slimane sans amendement, avec une analyse constitutionnelle en disant que le jour où on est dans une situation de non-constitutionnalité, donc on peut élire quelqu'un, les délais ne sont plus vraiment appliqués. Donc voilà. Là, aujourd'hui, de ma part, on n'a qu'un seul candidat officiel, et qui est Michel Maouad. Est-ce qu'il est apte à accéder au palais présidentiel, à votre avis? Michel Maouad est le meilleur choix pour le Liban? Écoutez, aujourd'hui déjà, il y a la vision politique, qu'on considère la vision de notre clan souverainiste. Michel Maouad représente effectivement cette vision, premièrement. Deuxièmement, on ne peut que
voir le résultat par la suite. Après, il a toutes les compétences. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est là dans la politique libanaise depuis pas mal de temps, qui a exercé cette politique libanaise et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas compétent. Il est avocat de formation, Oui. si je ne me trompe pas. Il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas. Et moi, je suis quelque part contre cette approche où parfois on sort des noms qui ne sont pas des politiciens libanais. On parle de la plus haute, du plus haut poste aujourd'hui dans la République libanaise, qui est la présidence de la République. Il faut que quelqu'un ait exercé un peu ce domaine. On ne peut pas venir, parfois on a des noms qui sont parachutés, des noms de gens qui ne vivent même pas au Liban, qui sont à l'étranger, en disant voilà, cette personne pourrait être président, pourrait être candidat à la présidence, pourrait faire un bon président. Je ne pense pas. Je pense qu'une personne, au contraire, comme Michel Marouad, serait un bon candidat parce qu'il a exercé cette vie politique pendant déjà pas mal de temps et qu'il a toutes les caractéristiques de notre clan politique. Donc il n'y a absolument aucune raison. Souvent j'entends aussi, désolé je continue, Non, aucun problème. souvent j'entends aussi, d'accord, on n'est pas arrivé à une majorité absolue de 65, peut-être qu'on devrait choisir un autre candidat. Si un autre candidat peut ramener plus de voix, moi, personnellement, et je pense que mon groupe parlementaire ne serait pas contre, mais aujourd'hui, cette personne n'existe pas. Et Michel Marouad, au contraire, on a choisi Michel Marouad parce qu'il représente la personne qui a le plus de chances d'unifier cette opposition ou ce clan souverainiste. C'est la personne qui, aujourd'hui, a le plus de chances de nous ramener à ce plus grand groupe. L'opposition n'est pas très unie et on est en train de le voir durant les séances parlementaires. Mais il y a deux composantes très importantes de l'opposition qui sont les forces libanaises et le Parti socialiste progressiste. Quelle est la relation qu'entretiennent ces deux partis et comment est-ce qu'ils coordonnent leur action politique justement par rapport à cette échéance présidentielle? Est-ce qu'il y a une coordination constante? Est-ce qu'il y a une volonté de faire parvenir Michel Marouad? Écoutez, premièrement, déjà, initialement, je ne vois pas. Et justement, c'est vrai qu'il n'y a pas pu d'avoir une unification de l'opposition autour du nom de Michel Marouad, mais il n'y a pas d'autre nom qui pourrait le faire. Et je ne vois pas un autre nom qui pourrait le faire. Toute personne, parce qu'il y a une position politique et il ne faut pas se leurrer, il y a tout un clan qui est le clan qui a été un peu divisé, qui est le clan du bloc du changement, qui sont issus de la Révolution. Et il y a aussi un énorme bloc sunnite qui, en grande partie, sont des personnes qui, initialement, faisaient partie du courant du futur de l'ancien Premier ministre Saad al-Hariri. Aujourd'hui, c'est une question aussi politique, ce n'est pas une question de nom, pourquoi on n'est pas en train de s'unifier. Ça, c'est sur le premier volet. Deuxième volet, la relation FL et PSP. Aujourd'hui, les deux premiers à s'être mis d'accord et à avoir appuyé la candidature de Michel Marouad sont bien les FL et le PSP, en accord, justement. En plus, je pense que si on retourne dans l'histoire de l'opposition libanaise et du clan souverainiste, je pense que c'est les deux plus grands, c'est les deux partis les plus ancrés dans cette opposition. Et il y a une alliance qui dure depuis la réconciliation de la montagne, depuis 2000, qui a été faite par feu le patriarche Sfer, qui, depuis l'époque, il y a une relation ou une alliance politique entre ces deux partis politiques. Après, ils ne sont sûrement pas d'accord sur tous les points, sinon ils seraient un parti, évidemment. Et aujourd'hui, mais bon, je pense que c'est l'alliance politique la plus solide et la plus durable depuis de toute la scène politique libanaise. La communauté internationale suit de près les développements qui ont lieu en Ukraine et en Iran. Là maintenant, ma question va être un peu d'un point de vue international. D'accord. La communauté internationale, donc, puisqu'elle suit de près ces événements, parfois elle prend position, parfois elle intervient. Dans quelle mesure est-ce qu'il faut se fier aux pressions et ou aux influences exercées par les pays étrangers en ce qui concerne l'échéance présidentielle libanaise? Justement, et merci pour la question, parce que la question vient confirmer ce que j'essaie de dire tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, si on doit tout le temps se fier à ce jeu géopolitique, les choses peuvent changer et les appuis d'autrefois peuvent se transformer. Au contraire, je parle pour une candidature ou pour un clan politique, peuvent changer par rapport à des situations politiques. Même si on veut l'investissement, que ce soit politique ou monétaire, par rapport au Liban, a sûrement énormément diminué depuis la guerre en Ukraine.
qu'aujourd'hui, tous les regards sont dirigés vers l'Ukraine et Oui. toutes les aides financières, militaires, etc., sont dirigées vers l'Ukraine. Donc, si chaque fois on attend un changement et on se base sur ça pour une présidence de la République, on risque de se retrouver dans une énorme vacance présidentielle. Je parle des normes dans la durée. On l'a déjà vécu la première fois. Il y a dû avoir un problème sécuritaire au Liban une fois à l'avance et sinon une autre vacance très longue pour pouvoir ramener un président de la République. Donc si chaque fois on doit se fier à ces changements ou ces appuis géopolitiques, c'est quelque chose qui ne sera pas ou qui ne va pas aider la démocratie et l'application de la démocratie et de la constitution libanaise. Donc ça revient un peu quelque part à notre position qui rapidement on a choisi un candidat en se disant voilà, nous on veut arriver à l'élection d'un président même avant l'échéance Présidentielle, le c'est départ vrai. la fin de l'échéance présidentielle et on aurait préféré pouvoir pas préféré, on était censé d'ailleurs, c'est pas une question de préférence, on était censé élire un président avant l'échéance présidentielle et maintenant on est dans une vacance encore une fois et on doit quelque part ne plus attendre ces changements géopolitiques. Okay. Sinon, ce sera, je pense, aux dépens, encore une fois, de la présidence libanaise. Je vais passer maintenant au volet économique. Vous êtes un membre de la Commission des finances et du budget. Il y a 4 lois qui ont fait beaucoup de remous au sein de la Commission et aussi au sein du Parlement. Ces lois sont la loi du budget de 2022, la loi sur le contrôle des capitaux, le plan de redressement et l'amendement de la loi pour la levée du secret bancaire. À votre avis, est-ce que ces lois ont été élaborées dans la perspective de servir l'intérêt général libanais ou est-ce qu'elles ont été étudiées pour servir un agenda? Écoutez, premièrement, il faut le plan de redressement, je parle généralement, le plan de redressement n'est pas une loi. C'est qu'il y a un plan qui a été fait par le gouvernement et qui avait commencé avec le gouvernement de Hassan Diab, du Premier ministre Oui. Hassan Diab, et qui a un peu évolué, mais très peu évolué, et qui arrive jusqu'à aujourd'hui. Il y a ce plan de redressement, et en fonction de ce plan de redressement, il y a plusieurs lois qui vont, qu'il fallait voter, qui sont en fonction, qui découlent de ce plan. Ensuite, l'AMF avait mis aussi, depuis cette chute de l'économie libanaise, ou c'est plus qu'une chute, je pense que c'est une explosion de l'économie libanaise, aussi avait mis, avec le Staff Level Agreement avec l'AMF, avait mis aussi des lois qu'il fallait, et c'est les lois, on parle de ces mêmes lois. Donc, techniquement, ce qu'il faut faire, c'est se mettre d'accord sur ce plan de relance de l'économie libanaise et la vision de l'économie libanaise sur plusieurs années à venir. On n'est pas d'accord sur ce plan initialement. Donc, on est en train de voter des lois qui sont censées découler de ce plan. À part le budget, c'est quelque chose qu'il fallait voter. Oui. De toute façon, mais il a été très qu'il soit très mauvais le budget, effectivement, et on a dit pourquoi il était très mauvais à plusieurs reprises, et il a été voté, pas avec une grande majorité, et qu'il a été voté dans le concept d'un budget est mieux qu'un non-budget, pas qu'il a été voté parce qu'on était d'accord sur le budget. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, l'amendement du secret bancaire dont on a beaucoup parlé, qui quand il a été présenté à la commission du budget, avait une forme beaucoup plus un peu différente et qui n'était pas dans le service de l'intérêt libanais. On ne comprenait pas pourquoi elle avait été formulée de cette façon. Bon, on a fait les amendements qu'il fallait et c'est passé. Et ça n'a rien à voir, si on veut, avec un plan de relance. C'est une chose qu'il fallait faire quelque part. Malgré le fait qu'il y a un point d'interrogation sur l'intérêt du Liban par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on s'est transformé dans une économie de cash. Et qu'est-ce qu'on va refaire de tout cet argent? Est-ce que les gens vont remettre cet argent dans le secteur bancaire quand il n'y a plus de secret bancaire, il n'y a absolument plus de secret bancaire? Bon, il y a toujours, mais qu'il a été énormément levé et un grand amendement. Par rapport à ça, elles sont passées. Il reste les autres lois qui sont principalement le capital control, et dont on va parler tout de suite, et la restructuration des banques. Et tout ça est lié à ce plan. Et ce plan, principalement, se base sur un axe principal qui dit la redistribution de ces pertes. Déjà, nous, on n'est pas d'accord avec le concept du terme perte. Ce ne sont pas des pertes, c'est des dettes. Si aujourd'hui vous êtes endetté, vous ne pouvez pas les considérer comme des pertes. Si un particulier ou une compagnie est endetté, ne peut pas les considérer comme des pertes, c'est une dette. À moins qu'on mette la clé sous le paillasson en disant que voilà, j'ai fermé ma compagnie, je déclare faillite. Un pays ne peut pas déclarer faillite. Une banque centrale ne peut pas déclarer faillite. Il suffit de voir, après la crise du Covid, après tout ce qui se passe et maintenant, et la crise, ce qui se passe en Ukraine, de voir les banques centrales européennes et mondiales, dans quelle situation de dette elles sont. Aujourd'hui, le plan qui a été donné par le gouvernement veut complètement annuler cette dette
de la Banque centrale au reste du secteur bancaire, ce qui veut dire que ce secteur bancaire ne pourra pas supporter ces 70 milliards, soit entre 60 et 70 milliards de dollars de dette. Ça veut dire qu'on va devoir faire une croix sur le dépôt des déposants, sur l'argent des déposants. Ce qui, initialement, est anticonstitutionnel, parce que la Constitution libanaise parle de la propriété privée, du respect de la propriété privée, premièrement. Et deuxièmement, on ne comprend pas pourquoi on va dans cette direction. Donc, on est en train de dire, on n'est pas d'accord avec le plan. Vous êtes en train de nous pousser à faire passer des lois qui sont censées être liées à ce plan. La restructuration du secteur bancaire est censée être liée à ce plan de relance. Même le capital control, le contrôle des capitaux. Il n'y a plus de capitaux à contrôler, il ne faut plus se leurrer. On se ment en disant on contrôle les capitaux, ce qui reste n'est plus un grand nombre. Ensuite, cette devise dont on parle, le dollar de contrôle de capitaux, c'est une nouvelle devise qui s'appelle aujourd'hui le lollar. Ce n'est plus le dollar, on est en train de faire un contrôle de capitaux sur le lollar. Est-ce qu'on le fait juste pour ne pas que les banques aient des procès et parce qu'on doit donner une certaine assurance aux banques, ne vous inquiétez pas des procès, de toute façon il n'y aura plus de banques si le plan est appliqué, premièrement. Ou est-ce que c'est la classe politique qui se dit, voilà, on fait passer cette loi juste pour se dédouaner en disant qu'on l'a fait passer, mais même trop tard ou mieux tard que jamais, comme ça on s'est dédouané. Donc, de toute façon, quelle qu'elle soit la décision ou la raison, ceci ne va pas servir ni le déposant libanais, ni l'économie libanaise. Donc, on est en train de dire qu'il faut, on n'est pas contre voter un contrôle de capitaux si c'est encore nécessaire, oui, suivant le plan. Il est où le plan ? Est-ce que personne ne va croire, je fais partie de cette commission et de ce Parlement, que ça fait plus de 100 fois qu'on redemande au moins discuter ce plan au Parlement et qu'il y a un refus du gouvernement de discuter le plan. On nous dit, on vous a envoyé le plan. Au début, il y avait un plan. Après, le plan a changé. On nous dit, non, c'est le même. Ensuite, on nous a renvoyé un amendement du plan ou un plan qui a été plus en détail. Il y a beaucoup de littérature dans ce plan. Et quand on part au spécifique, techniquement, sur ces quelques points, on n'est pas d'accord. On demande de venir et de débattre à propos de ce plan pour que le Parlement se mette d'accord pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on fait des autres lois. Et il y a un refus du gouvernement et on n'est pas en train de le faire. Donc, est-ce que vous me demandez, est-ce que c'est dans l'intérêt des Libanais, du peuple libanais, de l'économie libanaise et du déposant ? Je ne suis pas convaincu du tout et je ne serai convaincu que le jour où on peut débattre ce plan, ce qui n'a toujours pas été fait jusqu'à aujourd'hui. Et est-ce que vous pensez que ça va se passer ? Est-ce que vous allez pouvoir Ce n'est débattre ? pas en train d'arriver. On nous fait passer les lois. Bon, le budget devait passer, comme on a dit. L'amendement du secret bancaire, d'accord. Mais là, entre le capital contrôle, un exemple rapide. Dans ce plan, ils sont en train de dire qu'on proroge le capital contrôle tant qu'il n'y a pas eu tant que l'État libanais n'a fait aucune réforme. Oui. Ça fait 3 ans qu'on n'a fait absolument aucune réforme. Mais dans la proposition de loi qui nous a été envoyée par le gouvernement, ils disent qu'on le fait 2 ans et qu'il peut être juste reconduit une seule année. C'est en contradiction. C'est en contradiction du plan. Et si c'est juste une question il va être conduit tant qu'il n'y a pas de réforme, vu ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui et la non-intervention et la non-volonté de faire des réformes, et on ne les a pas faites jusqu'à aujourd'hui, on va se retrouver avec un capital contrôle sur 5-6 ans. Ce n'est pas ça le but d'un capital contrôle. Le but d'un capital contrôle, c'est qu'en début de crise, on le fasse pour pouvoir avoir le temps de mettre un plan et d'appliquer un plan et de le retirer assez rapidement et d'avoir une période où on sait qu'on va le retirer et que l'économie revienne. Est-ce qu'on veut transformer l'économie libanaise en une économie dirigée ? Si c'est ça le but, évidemment qu'un parlementaire comme moi serait contre. Et il y a plein de gens autour de moi et tous les gens qui ont une notion, on ne va pas dire qui ont étudié une notion d'économie, ne veulent pas vivre dans une économie dirigée. Je pense que c'est une éventualité que si on applique ce capital contrôle de cette façon, qu'on se retrouve dans cette éventualité. Et ce serait catastrophique. C'est là où on demande. En plus, par exemple, ils mettent un plafond jusqu'à combien on peut retirer par mois, par compte en banque, par exemple. On sait combien les banques ont encore si on n'a pas fait la restructuration des banques. Et est-ce que toutes les banques sont pareilles ? C'est un problème. On a eu un problème systémique. C'est une faillite systémique des banques. Ce n'est pas une banque qui a eu un problème, qui a mal géré. C'est un secteur entier qui est tombé. Mais toute banque n'est pas comme l'autre banque. Si on est en train de faire passer un capital contrôle sur toutes les banques et on garde la possibilité de retrait de dollars à n'importe quelle banque comme une autre, il y a des banques qui vont tomber. Et c'est quoi l'assurance pour un compte ? C'est 75 millions si je ne me trompe pas. Donc si ces banques font faillite, on paye le déposant que 75 millions. Qu'il ait $2 000 ou qu'il ait 10 millions de dollars, il n'encaissera que 75 millions.
c'est des choses qu'il faut étudier à l'avance et Ouais. pas à l'envers. On est en train de nous obliger à faire passer des lois qui doivent passer par la suite. On est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Et la conclusion peut être catastrophique pour l'économie libanaise. Mercredi, une sous-commission à la Commission des finances s'est réunie. Vous faites partie justement de cette sous-commission. Elle s'est réunie pour débattre de lois relatives à la gestion du fonds souverain. Quel mécanisme sera mis en place pour gérer les fonds qui vont être générés par les ressources gazières et pétrolières du Liban? Ça n'a rien à voir avec le fonds souverain dont on a parlé aussi pour la récupération de l'argent des déposants. Donc ça, c'est juste parce qu'on a pu délimiter avec Israël les frontières maritimes et qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire la recherche, de voir ce qu'on possiblement ce qu'on a comme ressources en gaz et en pétrole et de voir comment on va gérer cet argent. Il y a plusieurs approches, évidemment. La première, c'est, bon, il y a un traumatisme, je pense, libanais, de la population libanaise, et que tout le monde sait que ces ressources, et on l'entend, vont être dilapidées comme autre chose, et qu'on devrait se comporter avec ces ressources comme on s'est comporté dans les années 60 avec l'or, et donc de faire passer une loi que personne ne doit le toucher. Oui. Évidemment, on ne peut pas, c'est contre-productif, évidemment. Après, il y a aussi le syndrome un peu de ces pays dont leur économie a reculé parce qu'ils se sont retrouvés très riches en gaz et en pétrole. Je pense que ça s'appelle la malédiction hollandaise ou syndrome hollandais, etc. Oui. The oil curse. Et je pense qu'aussi, on ne doit pas tout le temps s'identifier à cette situation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une économie qui est complètement en faillite et qu'on est à plat. Donc, on a sûrement besoin que le retour ou que l'argent de ces ressources, qu'on puisse utiliser dans l'économie. Évidemment, pas entièrement dans l'économie, sinon on a déjà dilapidé 200 milliards de dollars, je pense, les quelques 15-20 dernières années. On est capable de dilapider beaucoup plus. Donc, il faut qu'il y ait une structure, évidemment, juridique et qui soit assez solide et qui soit assez claire pour ne pas que ça arrive. Ensuite, il y a plusieurs approches, évidemment. Il y a l'approche, donc là, on parle par rapport à l'investissement. Il y a des approches d'investir à l'étranger. Est-ce qu'on investit au Liban ou est-ce que ce soit juste un genre d'épargne pour les générations à venir? Je pense que ça doit être une structure qui doit prendre en compte un peu les trois, parce qu'on ne peut pas ne pas investir dans l'économie libanaise. Ce serait intéressant d'investir dans la technologie, ce serait intéressant d'investir dans l'éducation. Ça, c'est à l'interne. Mais je n'aimerais pas qu'on investisse pour juste fermer le déficit budgétaire, par exemple. Ce serait contre-productif. Donc, ce soit quelque chose qui soit dans l'intérêt des générations à venir à l'intérieur. Investir à l'extérieur pour toujours avoir des investissements externes et qu'on ait des ressources qui viennent de l'étranger. Et avoir aussi une certaine compte épargne qu'on pourrait utiliser pour une grande crise, s'il se passe quelque chose, une nécessité, comme le Covid par exemple, on aurait pu utiliser ça pour pouvoir faire quelque chose. Donc ça, c'est par rapport à la structure du portefeuille. Donc c'est 2 portefeuilles, 3 portefeuilles. On est dans ce débat. Il y en a qui veulent 2 portefeuilles juste d'investissement et d'épargne, d'autres qui veulent diviser le portefeuille d'investissement en étranger et interne. Il reste aussi la structure un peu juridique qui est la tutelle. Il y a une direction qui veut donner au ministère des Finances la tutelle et de créer cet organisme à l'intérieur du ministère des Finances. Il y a d'autres approches qui sont de faire une compagnie qui soit complètement détenue par l'État, mais qui ait un statut juridique complètement séparé de l'État et qui est juste pas de la tutelle, mais qui est juste un droit de regard par rapport à l'État et par rapport au Parlement qui puisse faire son travail de supervision. Une troisième qui dit que ça doit être sous la présidence quelque part du président de la République et du Premier ministre. Mais on n'est pas dans un régime présidentiel pour pouvoir la donner au président de la République. Donc je pense que la troisième serait c'est celle qui devrait la moins bonne direction d'après moi. D'après moi, il faut que ce soit une entité qui soit assez indépendante, un peu comme la Banque centrale, mais qui évidemment n'est pas un îlot qui n'est contrôlé par personne et où personne n'a le droit de regard, ni le Parlement, ni les ministères, ou le Conseil des ministres, ou les ministères qui sont liés. Ça peut être le ministère des Finances qui doit probablement aussi avoir un droit de regard, et le ministère de l'Énergie. Ragis Saad, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. Vous pouvez revoir l'intégralité de cette interview sur tous nos réseaux sociaux. À bientôt.